Bienvenue dans les clés du monde, accueillis dans la Lieste par des milliers de partisans en début de semaine. À Dakar, la capitale sénégalaise, Abdoulaye Wade est donc de retour pour mener la campagne des législatives à la tête de son parti, le PDS. James William Gbagidi, pourquoi à 91 ans? À 91 ans, l'ancien président sénégalais peut-il encore être choisi comme tête de liste pour mener son parti à la bataille électorale? Merci Tranquille Akat Benotin. Vous aurez observé que depuis que le président, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a perdu l'élection en 2012 et qu'il s'est plus ou moins retiré de la vie politique, l'opposition sénégalaise, notamment le Parti démocratique sénégalais, s'est considérablement délité. Il y avait donc beaucoup de tentatives de scission qui sont venues de l'extérieur et il y en a eu également à l'intérieur. Le parti s'est fragilisé. Il y a eu également l'affaire Karim Wade qui était appelé le ministre du ciel et de la terre sous son père, qui a géré beaucoup de portefeuilles ministériels et qui, au départ de son père, a été donc poursuivi pour détournement de fonds publics, condamné à une peine de prison, en tout cas libéré, gracié depuis par le président Macky Sall. Tout cela a contribué quand même à fragiliser l'opposition, sans compter que de l'autre côté, ceux qui s'étaient alliés au président Macky Sall pour l'aider à conquérir le pouvoir, se sont également progressivement détournés de lui, mais n'ont pas réussi à véritablement consolider une nouvelle opposition, une opposition susceptible de conduire le Sénégal vers donc un pouvoir politique constructif. Ce qui s'est donc passé, on peut faire une parallèle avec le Bénin de 1995-96. Il y a que l'opposition n'est pas en mesure de présenter un candidat ou du moins de présenter un village uni. Et donc, dans chaque camp, dans chaque parti, il y a nécessité de retrouver ou de faire appel à des leaders charismatiques susceptibles de permettre au gouvernement, en tout cas à l'opposition, à ces partis-là, d'avoir une certaine majorité ou tout au moins d'avoir un certain nombre de députés susceptibles de perturber la gouvernance du président Macky Sall. Et c'est ainsi que le Parti démocratique sénégalais de Abdoulaye Wade n'a rien trouvé de mieux que de faire appel à son ancien président, au président Abdoulaye Wade, qui avait dirigé le pays pendant 12 ans, pour donc prendre la main pour conduire cette opposition à l'élection, aux élections législatives et éventuellement obtenir le nombre de sièges suffisant pour, comme je l'ai dit, mettre en difficulté Macky Sall, qui est l'actuel président de la République. Vous laissez entendre que pour cette nouvelle campagne pour Abdoulaye Wade, cette campagne s'annonce avec beaucoup de risques. Pour quelles raisons? Oui, la campagne électorale qui s'ouvre et à laquelle participe désormais Abdoulaye Wade est une campagne électorale à haut risque même pour lui, pour plusieurs raisons. Première chose, Abdoulaye Wade est d'abord rentré un peu âgé, il a 91 ans, et même si Abdoulaye Wade a l'air de tenir, vous le voyez sur cette image, et acclamé par ses partisans, il a l'air de tenir, elle a l'air d'être encore très solide. Il y a quand même le poids de l'âge qui va se faire sentir. Abdoulaye Wade ne pourra pas mener une campagne aussi importante, aussi rythmée que celle qu'il a menée par le passé. Et même s'il devait la mener, il y a d'autres risques qui sont à prendre en compte, notamment justement le risque d'échouer. Le risque de l'échec dans la mesure où, contrairement aux années antérieures, Abdoulaye Wade n'est pas au pouvoir. Abdoulaye Wade ne pourra pas aller contre le régime en place dans la posture de celui qui détient, ne serait-ce que allant sur les moyens de l'État. On se souvient, il a été accusé d'avoir utilisé les moyens de l'État pour sa campagne électorale. La preuve aujourd'hui, en tout cas, c'est lui qui accuse le gouvernement de Macky Sall et les ministres de Macky Sall, candidats aux élections législatives, d'utiliser les moyens de l'État pour leur campagne électorale. Abdoulaye Wade, donc, aura ce problème majeur, c'est celui de ne pas avoir autre chose que les moyens de son parti, les moyens personnels, pour mener cette campagne électorale qui devrait lui permettre, si cela fonctionne, de devenir, en tout cas, de redevenir le leader de l'opposition sénégalaise. Donc, si jamais la campagne électorale s'achève par un échec, c'est un échec
supplémentaire pour Abdoulaye Wade. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, Abdoulaye Wade était sorti véritablement par la petite porte. Quand on se souvient, il y avait cette volonté de sa part d'imposer son fils. Quand cette volonté a échoué, il a fini par décider de retourner à l'élection présidentielle en 2012. Il était de nouveau candidat à sa propre succession et il a été sévèrement battu par l'actuel président Macky Sall. C'est tout cela qui justifie, qui explique le fait que si éventuellement Abdoulaye Wade va à cette élection en tant que candidat, il sera probablement élu, il est tête de liste à Dakar. Il y a des fortes chances que lui au moins qu'il tire son épingle du jeu. Mais si son parti politique, le PDS, n'obtient pas une bonne moisson à l'occasion de cette élection, Abdoulaye Wade court de véritables risques de discrédit pour sa personne et bien sûr pour le reste de toute sa famille politique. James William Ogbagidi, il est évident pour Wade qu'il accepte de mener cette campagne afin de remettre en orbite son fils Karim Wade, longtemps décrié dans le pays. Pensez-vous que ce dernier peut réellement régénérer à l'issue de ces élections prévues pour le 30 juillet prochain? Si effectivement le président Abdoulaye Wade parvient à mener cette campagne électorale à la victoire, il y a de fortes chances pour que le fils, son fils Karim, devienne effectivement un personnage central et qu'il soit mené, qu'il puisse être le candidat du parti pour l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu dans 2 ans. Donc, voilà le challenge pour lequel Abdoulaye Wade s'engage. S'il se bat, c'est d'abord pour son fils. S'il gagne, ce sera pour son fils. Et en ce moment, aucun autre membre du parti, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne sera suffisamment en forme puissant pour le contrer, pour le contredire, pour venir s'opposer à ce qu'il propose comme candidat, notamment Karim, qui lui aussi déjà, pour avoir passé quelques mois, d'abord quelques années, je veux dire, en prison en raison de la poursuite et puis de la condamnation dont il a fait l'objet, pour l'exil imposé au Qatar qu'il est en train de subir, a quand même retourné favorablement l'opinion de son côté et devrait peut-être, en tout cas en cas de victoire de PDS ou en cas de bonne performance du PDS, devenir le candidat idéal, le candidat indiscutable de ce parti dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Donc on y est l'ancien maire du Dakar que le gouvernement avait enfermé. Quel est son sort? Oui, il est toujours en prison. Il est du parti de Abdoulaye Wade? Non, il est du parti socialiste. Pour vous en parler, là, ça m'échappe. Il est toujours en prison. Khalifa Sall. Khalifa Sall accusé de détournement de fonds, les fonds destiné au développement de la ville qu'il aurait utilisé à d'autres fins ou peut-être même à des fins personnelles. En tout cas, il demeure en prison et à l'occasion, et d'ailleurs il est candidat pour cette élection, il ne sera pas sur le terrain. Et éventuellement, à l'occasion de son élection, puisqu'il n'a pas été condamné encore, il se pourrait que les choses tournent en sa faveur, qu'il soit libéré. Mais pour le moment, il reste en prison et c'est de prison qu'il mène sa campagne électorale pour les prochaines législatives. Deuxième sujet à la loupe dans les clés du monde, surpopulation de l'Afrique, quand Macron lance la polémique, un problème civilisationnel. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron perçoit la fécondité des femmes africaines. Et cette phrase fait donc polémique. Commencez par nous dire James William Ogbagidi exactement ce que le président français a dit et dans quel contexte. Voilà, vous savez, nous avons longuement parlé du sommet du G20. On en a parlé ici vendredi dernier, on en a parlé ici le lundi également. Nous avons parlé du sommet du G20 à Hambourg, auquel assistait le président français, naturellement en tant que président de l'un des pays membres du G20, mais auquel assistaient également des chefs d'État africains invités exceptionnellement, comme cela se fait généralement. Des invités viennent de plusieurs continents donc pour assister au sommet du G20. Et le président français, interrogé par certains journalistes donc, sur le problème du développement en Afrique, a laissé entendre ce qui suit. Il dit le défi de l'Afrique, il est civilisationnel aujourd'hui. C'est ce qu'il a déclaré à l'occasion d'une conférence de presse. Et puis, il ajoute quels sont les problèmes. Il dit les États faillis. Il y a des États faillis en Afrique. Donc, il cite les États faillis. Il cite les transitions démocratiques complexes. Et il cite également, pour donc cette polémique qui vient de naître, il dit dans un pays qui compte encore 7 à 8 enfants par femme,
vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Ces propos-là, effectivement, ce sont eux qui ont créé la polémique parce que justement, quand ils s'expriment ainsi, certains Africains, certains éditorialistes, vous l'avez dit, certains acteurs des réseaux sociaux, en tout cas beaucoup d'observateurs qui ont entendu ces propos, ont commencé à les analyser et vous avez déjà ce matin, en tout cas et depuis hier d'ailleurs, cette polémique qui est née et qui commence à vraiment faire boule de neige. Et comprenez-vous que cette expression du président français Emmanuel Macron soit à l'origine de cette polémique? Oui. Oui, parce que... Ce qu'il a dit n'est pas fondé? Le président Emmanuel Macron a tenu des propos qui apparaissent comme étant brutalement racistes. Il parle de façon déterminée, comme si il fait une caricature de l'ensemble du continent. Il dit, par exemple, donc que dans un pays où il n'a même pas été un peu modéré. Quand on doit prendre avoir ce genre de propos, il faut être un peu modéré. Le président Macron a laissé entendre qu'en Afrique, les femmes ont entre 7 et 8 enfants. Et quand on observe les chiffres de la fécondité en Afrique, de façon globale, ces chiffres-là sont très éloignés de ce que le président Macron a laissé entendre. Alors, en Afrique, il y a deux pays, en tout cas le pays qui a le plus fort taux de fécondité en Afrique, c'est le Niger. Et d'ailleurs, c'est le taux de fécondité le plus élevé au monde. C'est effectivement les 7 enfants par femme qu'on enregistre au Niger. Mais quand on prend l'image globale de l'Afrique, il y a de très fortes disparités. L'Afrique du Nord, notamment, compte entre 2 et 3 enfants par femme. L'Afrique anglophone compte entre 2 et 4 enfants par femme. C'est en Afrique subsaharienne qu'on constate effectivement, subsaharienne francophone, je précise, que l'on constate un taux de fécondité qui dépasse parfois, et c'est très rare en plus, les 4 enfants par femme. Donc en disant qu'il y a 7 enfants par femme en Afrique, 7 à 8 enfants par femme en Afrique, Emmanuel Macron exagère et laisse entrevoir des lacunes dans les informations dont il dispose sur le continent africain. Il y a également lieu d'être interloqué par ces propos dans la mesure où le président Emmanuel Macron, tout jeune président élu face à un leader, au leader de l'extrême droite française, n'apparaissait pas comme devant tenir des propos de cette nature-là sur le continent africain. Maintenant, quand on a fini de dire tout ça, il faut voir les chiffres pour reconnaître qu'il y a le problème de la transition démographique en Afrique, certains experts le disent très bien, il y a un déséquilibre entre le ratio de nourriture disponible et l'évolution de la population. La nourriture n'évolue pas aussi bien que la population. Vous connaissez la théorie de John Maynard Keynes sur le sujet. La population évolue trop vite par rapport à la disponibilité de nourriture, ce qui engendre bien entendu à des moments donnés dans certains pays des problèmes des problèmes de famine. Et le Soudan du Sud vient à peine d'en sortir. On en a relevé au Nigeria, au Niger, au Mali, à plusieurs endroits au Soudan, bien sûr. Et cela donnerait quelque peu raison à Emmanuel Macron dans une petite mesure. Mais il faut également noter que la France, qui est en train le président français qui est en train de dire choses pareilles, dans son pays, la planification familiale qui nous a été vendue, qui nous a été proposée, qui nous a été chantée comme étant une vertu, la planification familiale n'est plus véritablement mise en œuvre par les Français. Les Français ont cette pratique, c'est 2 enfants par femme environ en France. Mais il y en a qui ont plus de 4 enfants, même. Bien sûr, j'en connais. Bien sûr. Moi, j'en connais également une femme française qui a 8 enfants, il y en a. Et puis, il y a des émissions qui montrent beaucoup ces femmes-là. Néanmoins, quand on fait la moyenne, en France, c'est à peu près 2 enfants par femme. C'est légèrement un peu plus élevé que la moyenne européenne. Et donc, la France n'est pas vraiment bien placée en la matière pour venir donner des leçons au continent africain
D'autant plus que quand on a des enfants, ce n'est pas forcément une si mauvaise chose. Et la population est quand même citée comme un facteur important de la géopolitique internationale. Bien sûr. Que répondriez-vous à Emmanuel Macron? Alors effectivement, la population est perçue comme un facteur important dans les questions de géopolitique. Si la Chine aujourd'hui constitue un des pays les plus importants dans les relations internationales, c'est parce que la Chine dispose d'1,4 milliard de population. Si l'Inde est aujourd'hui un pays aussi important, le pays dispose d'1,2 milliard de population. Voilà autant d'éléments qui, quand on est dans la géopolitique internationale, dans les facteurs de puissance des États, peuvent compter. La Chine peut compter sur une armée qui peut dépasser plusieurs millions de personnes et des millions, des dizaines de millions même de conscrits peuvent rejoindre les rangs de l'armée en cas de conflit. Mais dans un pays où la population est moindre, il y a donc un problème démographique qu'il faut régler. La réponse à donner à Emmanuel Macron en ce moment, par rapport à ce qu'il a dit, c'est d'abord de l'inviter certainement à revisiter ses leçons sur l'Afrique. Parce qu'il me semble très jeune, Emmanuel Macron, qui a été à l'élection présidentielle, comme beaucoup de candidats, ne s'est pas intéressé prioritairement à l'Afrique. Il a d'abord donné priorité à la France, a étudié la France en profondeur, et puis des idées éparses sur le continent africain lui ont été données. Il a reconnu que la traite négrière était un crime contre l'humanité auquel la France a participé, la colonisation, un crime également contre l'humanité, même s'il a fini par changer légèrement de version en disant que c'était un crime contre l'humain. On avait pensé avec son arrivée au pouvoir que le rapport entre l'Afrique et la France serait un rapport moins condescendant, mais apparemment condescendance, racisme et consort semble un peu apparaître en tout cas dans les propos que tient le président Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Avant de conclure, finalement, après les Kwassa, voilà une nouvelle bourde du président français sur l'Afrique, raciste ou inexpérimenté, voilà. Le président français. Exactement, c'est ce que je disais. Effectivement, on a l'impression, pour les Kwassa, j'aimerais rapidement rappeler qu'il parlait de les navires comoriens, et en évoquant ces petits navires comoriens qui ont pour l'habitude de transporter des migrants illégaux depuis les îles comoriennes vers l'île de Mayotte. Il disait que les Kwassa transportent beaucoup plus du comorien que des marchandises. Et donc, ça avait vraiment déjà créé une première polémique et on s'est demandé, mais ce type de propos, ce type d'expression un peu triviale que peuvent lancer des membres de l'extrême droite, est-ce que c'était une erreur simple de la part du président français? Plus tard, on l'a entendu quand il s'exprimait par rapport au sommet du G5 Sahel, quand il s'exprimait sur le franc CFA, quand il disait aux États africains que ceux qui ne sont pas contents d'y être sont tout à fait libres d'en sortir. Il y avait déjà à ce niveau-là une polémique qui pouvait être créée. Et maintenant, donc, ces propos sur la surnatalité en Afrique, surtout quand il parle de problèmes civilisationnels, comme si il y avait une civilisation plus appropriée, plus intelligente, qui promeut la planification familiale, notamment donc celle de l'Europe, celle de la France dont il est le président, et puis les autres, celle de l'Afrique, où la planification familiale n'est pas encore dans les réalités, dans les pratiques quotidiennes, comme si donc cette civilisation était inférieure à l'autre. Ça nous rappelle tristement le président Nicolas Sarkozy qui disait en son temps que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, qui a dit ailleurs qu'il y a des civilisations qui sont meilleures, qui sont plus avancées que d'autres. Les tentatives d'explication qui suivent ces types de propos ne peuvent finalement pas convaincre. Et ainsi, Emmanuel Macron pose de premiers pas un peu difficile à admettre sur le continent africain, mais il faut aussi, quand on a fini de critiquer le président Macron, reconnaître qu'il y a un problème par rapport à la natalité, un problème que les États doivent essayer de gérer, c'est celui de la transition démographique. Tant qu'il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir ceux qui naissent au quotidien, quand il n'y a pas assez d'hôpitaux, quand il n'y a pas assez d'écoles et consorts, ce que le président dit, l'investissement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA peut ne pas conduire au développement, mais il faut savoir
nuancé quand on tient ce genre de propos sur tout un continent qui compte quand même 55 États différents, chacun dans leur domaine respectif. Merci Ravo, c'était donc le décryptage de l'actualité internationale, les clés du monde. Deux sujets étaient à la loupe sur population de l'Afrique et quand Macron lance la polémique, Sénégal à Papi Wade, de retour pour une dernière bataille à haut risque.